J'aimerais vous proposer un exercice, même si on a laissé l'exercice de déguster, en fait, en pleine conscience, d'écouter, qui était là entre vous pendant les ateliers hier. Oui, et qui entre vous a fait cet charmant exercice du raisin sec. Et voilà. Je vous propose de le tester avec un thé, par exemple, ou avec un café, que vous êtes vraiment en pleine conscience, le prochain café ou le prochain thé que vous prenez. C'est voilà, de le ressentir, de le regarder, d'être sensible quand la tasse arrive aux lèvres. En fait, faites attention quand vous voulez écouter le thé ou le café. Voilà, ça je vous demande de moi. Je vous propose un autre exercice qui, dans le programme, là je vais parler en fait du programme qui est dédié aux addictions, qui s'appelle un programme basé sur la conscience pour prévenir la rechute en alcoolologie ou en addictologie. Et un des exercices va être d'écouter les bruits et les sons tels qu'ils se présentent en fait autour de nous. Et c'est un exercice, pareil comme avec les raisins, qui n'est pas si évident, parce qu'il y a rapidement en fait des mots qui peuvent venir, en fait des descriptions. Ah, c'est des pas, c'est des claquements de porte, c'est des frottements sur la chaise. Je vous invite d'écouter tout simplement le rythme des sons ou des bruits. Est-ce qu'il y a un rythme qui est régulier? Est-ce qu'il est irrégulier? Est-ce que le son est aigu? Est-ce qu'il est grave ou moyen? Comment vous évaluez, comment vous regardez le volume du son et du bruit? On a fait exprès que les intervenants arrivent en retard et espérant qu'il y a encore du bruit qu'on peut explorer. Je vais faire un petit signalement avec une cloche pour commencer et après un deuxième son de cloche pour terminer. Petit exercice, voilà, d'explorer les sons et les bruits qui nous entourent. Qu'est-ce que vous avez entendu ou
explorer comme son, comme bruit. Comment ça s'est passé cette expérience pour vous? À la clinique Saint-Barnabé, je travaille, qui est un SSR d'addictologie. On débriefe avec tous les patients après les méditations. Ça veut dire qu'on commence à... On fait un tour de table géant. Si vous ne levez pas le doigt, je donne le micro de force. Bon, le micro vous a sauvé en fait. Et je vous propose de reprendre le même exercice. Écoutez les bruits et les sons. Et vraiment, voilà, observez comment ils émergent, comment ils se déploient, comment ils finissent, pour laisser la place peut-être à d'autres bruits, à d'autres sons. Et je vous invite d'observer une fois les bruits et les sons à l'extérieur de vous et à l'intérieur. Par exemple, si vous avalez la salive, peut-être il y a après le repas des gargouillements, juste observer peut-être votre respiration, juste observer quels bruits, quels sons sont présents à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Vous avez la deuxième occasion d'échanger sur l'exercice. Il n'y aura pas une troisième. Je balance alors des bruits de voix dans le couloir, puis des bruits de pas très rythmés. Le bruit du gong. À l'intérieur, personnellement, je souffre d'acouphènes. Dès que je fais attentif, je les entends bien. Et comment vous pourrez décrire si vous choisissez un bruit, par exemple, que ce soit les voix, comment vous l'avez aperçu? Est-ce qu'ils sont venus progressivement? Est-ce que c'était soudainement, en fait, comme son?
C'est un bruit qui est venu progressivement, avec des voix plus graves, des voix plus aiguës, des rires. Donc il y a eu une progression, et puis un arrêt brutal. D'accord. Marion me demande, est-ce que vous avez observé des sentiments, des émotions associées, des pensées peut-être? Qu'est-ce que ça fait quand on attend rien de particulier et d'un coup il y a un groupe, des voix qui émergent? Pour vous, comment ça s'est passé? C'est le rire, sourire. D'accord. Ouais. Est-ce que, je vais ouvrir en fait, est-ce que quelqu'un a observé d'autres sentiments ou d'autres émotions associées au bruit qu'on a pu apercevoir? Pendant le temps de cette petite initiation, j'ai bougé ma tête dans un sens et dans l'autre. Et du coup, j'avais au bout de mon cou, de ma nuque, comme une circulation, comme une petite graine de sable. Que vous avez entendu ou senti? D'accord. Après, c'est intéressant, en fait, ce que vous dites, vous prenez en fait une image pour décrire en fait un son. D'accord? Et c'est, voilà, notre cerveau, en fait, fonctionne comme ça. Une fois qu'il y a déjà des pensées, qu'il y a peut-être aussi des interprétations, peut-être c'était pas des voix, peut-être c'était juste... Voilà, mon haute valeur qu'on a mis là, en fait, à 14h05, progressivement, pour en savoir vraiment, en fait, il faudrait peut-être voir aussi les personnes, en fait, voilà. Mais notre cerveau fonctionne en fait comme ça. Et qu'il y a des pensées et des sentiments, des émotions qui sont associées, c'est le plus normal du monde, en fait. Malheureusement ou heureusement, ils ne sont pas toujours agréables. Ça, c'est après la surprise qu'on découvre aussi. Voilà, on est presque en boucle. Et je vais vous en parler des addictions. C'est un domaine où je travaille depuis 7 ans, à la fois dans une SSR, ça veut dire une clinique soins de suite, avec le privilège que les patients avec qui je travaille restent ou sont sur place pendant 5 semaines. Et ça permet en fait une fois de travailler régulièrement et pour moi aussi d'observer comment il y a l'évolution. Après, j'ai une deuxième activité où je travaille dans un centre ambulatoire en addictologie où c'est encore un autre aspect parce que dans la clinique, les patients ils font des sevrages. Ça veut dire, au moins pour l'alcool, où le sevrage dure 3 à 5 jours. Après, ils ne sont plus sous effet du produit. Au XAPA, en fait, au centre d'addictologie, voilà, le public m'ont filtré, en fait, et je reçois aussi des patients voilà,
qui consomment activement en fait différents produits. Et encore, c'est filtré parce qu'ils sont déjà dans la décision de venir consulter. Et une fois cliniquement, on sait que la prise de décision est altérée en fait par différentes substances. Et les neurosciences, en fait, ils nous le montrent très bien aussi. Ça veut dire les patients ou les personnes qu'on ne voit pas, tant qu'on reste en fait dans un centre de soins, il y a quand même aussi des personnes qui sont atteintes en fait de cette pathologie. Après, j'ai pu me former en fait dans les thérapies de pleine conscience d'une intervention que Jean Gérard a présenté, le Mindfulness-Based Relapse Prevention. Et c'est-à-dire prévention de la rechute de l'addiction. Et dans le mot, il y a rechute. La question que j'ai partagée aussi hier à l'atelier, est-ce qu'il faudrait être abstinent pour pouvoir bénéficier en fait de ces exercices? Et j'ai pu faire cette formation avec Sarah Bowen, qui est une des constructrices, en fait, une des personnes qui a fait la recherche ensemble avec Alain Malat. Et dans son public qu'elle suit actuellement, elle reçoit aussi des personnes qui consomment. Et ce qu'on fait aussi au SAPA, au Centre d'addictologie. On travaille en méditation avec ce qui arrive, ce qui est présent. Et on explore. Après, c'est intéressant, en fait, ce que tu disais, en fait, sur le cadre, aujourd'hui, pour les groupes. Après, on a une responsabilité, en fait, pour que tout le monde puisse profiter, en fait, puisse se soigner, et que l'attention, en fait, qui peut des fois être très intense, au point de perdre en fait la largesse de l'exploration. Et du coup, ça peut être tout à fait avoir sa place aussi de choisir en public, en fait, d'explorer le cadre en fait qu'on donne. À la clinique Saint-Barnabé, et ça sent un peu ce que tu disais tout à l'heure, avec les enfants, les patients n'ont pas le choix d'assister ou pas. Et dans nos évaluations de satisfaction, quelque chose d'étonnant, des gens qui n'ont jamais entendu parler de la méditation ou des exercices de pleine conscience, des personnes qui sont obligées d'assister au programme thérapeutique de la clinique, répondent très satisfaisants. En fait, 90% sont satisfaits ou très satisfaits. En fait. C'est étonnant. Il y a plein de paradoxes en fait, qu'on peut découvrir avec la pleine conscience.
Ça veut dire qu'on peut faire en fait l'expérience directe si on rentre dans un cadre, en fait, on peut trouver aussi une liberté en soi qui est très étonnante, en fait. Et l'autre partie de la médaille, c'est aussi de découvrir qu'on peut faire confiance aussi aux expériences qu'on vit. Dans le programme de mindfulness pour les addictions, on commence aussi avec l'exercice des raisins. Et après, on travaille sur le body scan, ça veut dire les sensations physiques. Et ces choses vraiment très importantes que les expériences ont en lien avec le corps physique. C'est très intéressant de traduire quand il y a des pensées qui peuvent harceler, qui peuvent être difficiles, qui peuvent pousser, de traduire, tiens, quel ressenti, quel sentiment est associé. Le sentiment, est-ce que je le sens physiquement? À quel endroit? Est-ce qu'il y a des muscles qui s'étendent? Est-ce qu'il y a le cœur qui palpite? Est-ce qu'il y a la respiration qui change? D'amener vraiment ces différents aspects ou ces différentes facettes, de les intégrer. Et de commencer par l'aspect physique facilite après de travailler aussi avec les émotions, avec les sentiments et avec les pensées ou les images. Il y a c'est une spécificité en fait, une fois qu'on explore les sensations, les émotions, les sentiments, on va à la pêche des déclencheurs. On regarde en fait dans quel contexte, par exemple, je sens en fait une anxiété, ou à quel moment en fait il y a un sourire qui se dégage, ou un agacement. Et pareil, comme je vous ai dit, en fait, montrer pour les sons et les bruits, les modalités sont très proches d'observer comment ils se manifestent. Est-ce que c'est lent et progressif? Est-ce que c'est soudain? Comment ça se déploie? Et peut-être aussi comment ça laisse la place en fait à d'autres, comment ça descend ou ça disparaît. Après, on peut regarder, observer l'intensité des émotions, des sentiments. Et c'est pareil comme si on écoute la radio, si on l'écoute fort ou si on l'écoute plus bas, la chanson va être la même. Ça veut dire l'anxiété ou la tristesse, la colère est la même, c'est juste l'intensité qui change. Et ça invite, par exemple, d'observer en fait l'intensité qui est présente. Et la méditation ou les approches méditatives, voilà, ils sont plein de ces surprises en fait. Et plus qu'on pratique, plus on trouve en fait des finesses et l'attention c'est peaufine et les découvertes vont être variées et diverses. Quand je vous parle de cette façon, des bruits, des sons ou des émotions, probablement vous êtes moins dans le jugement de vos émotions, en fait, quand vous êtes dans l'exploration. Et on retrouve la définition, en fait,
de Kabat-Zinn, d'être à l'instant présent le mieux qu'on peut, avec une attention qu'on dirige volontairement sur une manifestation qu'on choisit ou qui se présente en dehors de nos choix. Et cette notion de non-jugement, en fait, dans la définition, elle m'a irrité un peu. Parce que c'est facile de dire et de décrire, et très souvent, elle se présente. Et du coup, c'est l'occasion, en fait, de la reconnaître, de dire, ah, il y a une pensée, voilà, qui évalue, qui juge, en fait, on peut observer après aussi l'intensité et le fait, en fait, de reconnaître, en fait, qu'il y a une pensée voilà, qui juge, qui dit, voilà, je suis comme ça, en fait, voilà. C'est l'occasion de se familiariser et après aussi de s'interroger ou de demander, tiens, est-ce que c'est... ça me soutient, est-ce que c'est dans une démarche qui est intéressante, qui m'apporte quelque chose. Il y a après un modèle, et j'ai choisi de faire la présentation un peu classique. Au lieu de PowerPoint, je vais sentir la craie, en fait. En fait, c'est l'ordinateur qui a bugué ce matin, en fait, et ça donne l'occasion d'être dans une sensation. Il y a un modèle qui est proposé dans ce programme qui s'appelle Sauber. Sauber, en anglais, ça veut dire sobre, et à nouveau, ça mène une piste un peu piège, en fait, pour le programme. Chaque lettre correspond, en fait, à un item. Le S, ça veut dire stop. C'est pareil comme avec le jugement. Voilà, quand on sent en fait, des pensées ou des émotions qui peuvent être inconfortables ou difficiles, c'est pas avec un simple stop qu'il s'arrête. Mais c'est peut-être le stop ou c'est le décalage de dire est-ce que j'adhère ou pas? Est-ce que, voilà, juste le petit étonnement de dire tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? Après, je l'ai entendu, c'est l'observation. Et à nouveau, c'est comme on a travaillé tout à l'heure, en fait, observer des sensations physiques, après de changer la chaîne, regarder les sentiments, les émotions à cet instant. Et
de regarder les pensées, les images mentales en fait, qui sont présentes à cet instant. Après, le B, c'est j'ai pas entendu. C'est boire. Mais vous avez vu, en fait, on va boire en pleine conscience. Et c'est peut-être aussi une mesure de réduction des risques, mais ça c'est un autre sujet, en fait, pour une autre conférence. C'est le 2B, en fait, vient de l'anglais du mot breathe, ou basé sur la respiration. C'est pour les caméras que j'ai écrit en fait exprès. En fait. Après, la respiration telle qu'elle se présente à cet instant, qu'elle soit lente, qu'elle rapide, qu'elle soit profonde ou légère, vraiment voilà. C'est à nouveau la surprise à cet instant. Tiens, à quel endroit je sens la respiration la plus forte? Et comment? Et une fois, en fait, qu'on a fait cette partie, en fait, ces démarches, en fait, d'explorer, d'une démarche d'introspection, c'est ça la méditation. On peut explorer aussi, soit à l'extérieur ou aux autres sensations qui se présentent. Ça, c'est le E, élargir l'attention. C'est-à-dire de regarder, jusqu'à là, en fait, quand on pose l'attention sur la respiration, c'est une attention focalisée. On n'est pas dans la pleine conscience, ou pas dans une attention panoramique, de recevoir aussi les bruits, les sons, les couleurs qui sont présents, ou des sensations physiques, en fait, même si on a abordé, en fait, avec le haut, les sensations, en fait. Et de regarder aussi, tiens, qu'est-ce qui m'entoure, en fait, dans quel contexte, dans quel extérieur je suis. Et le R, je vous dis une prochaine fois, c'est la réponse. La réponse que je vais donner dans cette situation où on peut avoir tendance de se laisser entraîner par des réactions, ce qui peut amener en fait justement en fait une reconsommation. Et avec cette démarche en fait de dire tiens, qu'est-ce que c'est en train de se passer, de regarder à l'intérieur en fait, d'observer les sensations physiques, les sentiments, les pensées, de se baser sur sa respiration, de se ouvrir aux alentours, en fait, et après, de choisir sa réponse qui est le plus juste pour soi, pour les autres, à cet instant. Et si c'est la consommation, c'est la consommation. Et peut-être c'est autre chose. C'est un modèle qui, je trouve intéressant et je suis content de pouvoir le partager avec vous parce qu'elle s'applique aussi dans d'autres situations.
pas besoin d'être patient addict, personne addict, pour pouvoir expérimenter le Sauveur. Et je vous invite de faire un petit exercice, de prendre un des lettres, soit le stop, soit l'observation, soit se baser sur la respiration telle qu'elle se présente, ou élargir votre attention à l'instant et d'être avec les couleurs, avec les bruits, les sons, les odeurs, les parfums. Et la réponse, on verra une prochaine fois. Mais juste quand vous expérimentez ces petits modèles. Juste choisissez une lettre. Et explorez. Je vous invite à poser des questions et on va continuer dans le dialogue. Il y aura plein de choses à dire en fait. Mais c'est peut-être avec les questions que ça va émerger aussi. Merci. Je voulais te proposer mon retour sur ton dernier exercice. Juste sur le point pédagogique, je voulais apprécier que dans l'exercice, tu énonces l'un après l'autre chacune de ces lettres S, O, B, E, R. Moi, personnellement, ça m'aurait aidé à explorer ça, mais c'est mon point de vue. Voilà, je voulais partager ça avec toi. D'accord, merci. Oui, est-ce que votre intervention est intéressante, mais j'ai l'impression qu'elle s'adresse à nous tous, enfin c'est le cas évidemment. Mais ce que je voulais dire, en fait, la spécificité du public avec lequel vous travaillez, comment ce public réagit à ce genre d'exercice. Est-ce que vous avez des retours sur, en termes d'études, est-ce que ça limite, comme dans la dépression, les récidives? Voilà. Oui. Pour le public, certes, c'est un public qui a sa pathologie, en fait, mais moi je dirais pas de spécificité. Parce que ça serait délimiter les personnes en fait, à une pathologie et ils sont beaucoup plus riches. Et il y a un des critères en fait, de la personne addicte, c'est de se fixer, de se focaliser en fait, sur le produit, sur le comportement. Et moi je pense, faisons attention, même si c'est important de prendre ce critère ou la notion du produit ou de la fixation en compte, mais on propose l'ouverture
Et pour ça, je dirais, voilà, je ne me fixe pas trop, en fait, que ce soit des personnes soit alcooliques ou dépendants du cannabis ou de la cocaïne, en fait, même si peut-être chaque produit a aussi des particularités, mais le plus important, en fait, c'est la personne et comment elle vit, en fait, soit cet instant, en fait, ou sa maladie. Après, il y avait la deuxième partie. J'ai oublié la deuxième partie de ma question, mais du coup, je rebondis sur une autre. C'est vous faites ces exercices sur des personnes qui sont sobres ou qui sont sous l'emprise des produits? Les deux. Des produits, il y a... Ouais. Et voilà, je me rappelle en fait de votre question qui visait en fait les études en fait, qui sont faites. Moi, j'aimerais vous citer deux études. Une, voilà, c'est l'étude en fait sur qui le programme base en fait où les personnes en fait étaient sevrées d'abord en milieu hospitalier et après, comme une forme d'hôpital de jour, les personnes ont fait le programme. Et ce qui est intéressant, dans le programme, il y avait des personnes voilà, avec des addictions très variées. Ça veut dire que la majorité, en fait, certes, c'était des patients alcooliques, parce que c'est le produit le plus consommé aussi. Mais après, il y a aussi des patients, en fait, avec une dépendance à la cocaïne, par exemple, au cannabis. Aussi des personnes qui avaient dans leur vécu social en fait une variabilité, des personnes en fait SDF par exemple, pour qui c'est plus difficile aussi de travailler avec. Le programme ou les études, en fait, on a un recul de 18 mois, en fait. C'était comparé une fois une approche classique aux États-Unis, en fait, c'est les alcooliques anonymes, les 12 pas, en fait. Après, il y a le programme TCC, c'est-à-dire sans la partie méditative, sans ces exercices, et en fait, le troisième bras, en fait, le mindfulness-based. Et sur les premiers 6 mois, en fait, où ils sont faits 8 semaines, après il y a l'évaluation, en fait, 3 mois, 6 mois, en fait, les deux parties de TCC et mindfulness-based étaient égales, étaient stables, en fait. Là, quand on regarde en fait, le recul plus tard, en fait, la courbe en fait, du TCC en fait, est en train de baisser et le mindfulness, voilà, on commence à décrocher positivement. En fait. Ça, c'est la première étude que je voulais témoigner. Il y a une autre étude très intéressante pour l'arrêt du tabac. C'est Jackson Brewer, un médecin addictologue en fait, évidemment américain, que Jean Gérard a eu le nez et la chance en fait, de l'inviter pour le début. Et il a travaillé sur l'arrêt du tabac, la place de la pleine conscience. Et pareil, un protocole qui part en fait des 8 semaines. Et là, par exemple, les personnes, ils continuent à fumer. Voilà, ils ne sont pas sevrés en fait, et après on fait un programme. Et après, Jackson Brewer a exploré en fait la longueur du programme. Et dans son suivi, en fait, il
voit à partir de 3 semaines, en fait, il y a des effets en fait, marquants, positifs, en fait, et du coup, là dans l'expérimentation, il s'arrête à 3 semaines. Ce qui est intéressant, comment il aborde en fait le fait de continuer à consommer. Et c'est la même chose comme vous avez fait avec le raisin. C'est-à-dire de prendre la cigarette, de sentir, d'écouter, d'observer, peut-être sentir comment on enroule la cigarette, après de sentir le briquet, du briquet, de sentir comment la fumée arrive, etc. D'accord? Là, les personnes, en fait, ils sont dans la consommation et avec le programme, en fait, ils diminuent la consultation et après, la personne détermine un jour, je vais arrêter mes consommations. Le programme sur la mindfulness de Judson Bowler est dans les études 2 fois plus efficace que le traitement standard, patch et traitement accompagnement classique. Voilà, ce qui est encourageant et sur le potentiel en fait du mindfulness en addictologie. Oui, je voulais être sûre d'avoir bien compris dans vos 5 lettres. Le stop, le S du stop et réponse, c'est 2 choses qui ne se font pas dans la pratique de la pleine conscience. Stop, c'est... Là c'est vraiment un modèle en fait quand il était développé pour faire, on peut définir l'axe. Des mini-sciences en fait de pleine conscience. Aperçoit, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y avait le terme d'autopilote en fait qui était appliqué en fait. Qu'est-ce que mes habitudes en fait, voilà, où je suis impliqué, où je me laisse entraîner. Ça c'est le stop. De revenir. Et après la réponse? Non, c'est un des petits items que ça peut paraître un peu artificiel, comme à l'école, en fait, S ou OPS, voilà. D'apprendre en fait progressivement par cœur, en fait, si vous appliquez, voilà, et vous oubliez une lettre, voilà, c'est pas grave, en fait, mais observer et entraîner en fait. Et c'est vraiment dans des situations en fait qui peuvent être, on parle dans la mythologie en fait du craving. C'est mon petit module en fait, comment faire face à un craving, d'observer par exemple l'intensité, quelles sensations physiques en fait. Et au lieu de se laisser entraîner par la pensée, par l'envie en fait, d'aller acheter ou de consommer, en fait, c'est d'observer à l'intérieur comment ces sensations et les sentiments se développent. Une dernière question, n'oubliez pas que si vous voulez réagir, poser encore d'autres questions, parce qu'on voit beaucoup de mains levées. Vous avez aussi le Facebook, hein, je me répète, mais abonnez-vous à la page. Congrès 3. Et posez vos questions directement dans les commentaires. Voilà, une dernière question. Non. Non, actuellement non. Par contre, les études ils vont vers différents produits aussi. Pour l'approche scientifique et évaluer, en fait, c'est intéressant. À mon avis, dans la réalité clinique, en fait, c'est pas si important. Mais il y a en fait dans la recherche, par exemple, le sévrage des benzodiazépines, en fait, il y a de la recherche qui se fait spécifiquement, en fait.
Je m'excuse, comme je ne vais pas sur Facebook, j'en profite un petit peu. Je suis collègue addictologue et depuis 5 ans on fait des groupes. Mais on fait des groupes, donc on est en court séjour plus SSR, on a deux. Et on fait des groupes avec des patients qui sont en fait soit sortis, soit suivis en consultation, mais pas lorsqu'ils sont en résidentiel. Du coup, je voulais savoir un petit peu, vous, sur 5 semaines, qu'est-ce que vous faites comme type de programme, puisque le programme il dure a priori 8 semaines. Et puis j'ai la même question que j'ai posée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous faites des patients, souvent, ou des hommes qui sont borderline et qui veulent faire le programme. Et puis, c'est vrai que vous avez dit aussi tout à l'heure, dans la mesure où, si j'ai bien compris, en SSR, vous prenez tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde y va, et ça voilà. En SSR et en XAPA, pareil. Après, à la clinique en SSR, il y a un programme qui a de relaxation, différentes facettes, où il y a un travail sur l'imaginaire, où il y a un cours de Qigong, et moi j'interviens avec le mindfulness. L'idée c'est de proposer différentes approches et les personnes en fait choisissent après ce qui leur convient. Mais vous intervenez sur un programme construit comme le MDRP classique? Non, là, c'est pas un programme de MRP. Ok. Voilà. C'est des groupes ouverts avec des exercices qui sont inspirés, en fait. Et avec les borderline aussi. Oui. Et c'est. Je pense que dans le groupe, c'est intéressant aussi. Le groupe vit aussi de la diversité. Et souvent, les personnes, ils remarquent des symptômes de façon plus intense, plus particulière. Et ça peut faire découvrir aussi des choses à des collègues du groupe, en fait. Moi, je trouve que c'est intéressant. Après, je suis conscient aussi que ça peut être difficile de tenir le cadre, en fait. Tout à fait. Merci.